À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de votre émission thématique en thème facile. Aujourd'hui, dans cette émission, nous parlons des troubles de la conduction cardiaque. Quels sont les symptômes des troubles de la conduction cardiaque? Quelles en sont les causes? Comment se fait le diagnostic? Comment les traite-t-on et comment les prévenir? Voici autant de préoccupations qui auront des réponses au cours de cette émission. Et c'est pour cela que nous avons fait appel au cardiologue Arnold Sonou. Professeur Arnold Sonou, bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je notifie que vous êtes également le président de la Société béninoise des cardiologues, c'est bien ça? Ça s'appelle exactement Société béninoise de cardiologie. Ok, Société béninoise de cardiologie, oui. D'accord. Alors, comment peut-on définir les troubles de la conduction cardiaque? Alors, merci de m'avoir invité. Les troubles de la conduction cardiaque, en français facile, c'est tout ralentissement intermittent ou permanent, voire tout blocage intermittent ou permanent de la transmission de l'influx électrique à travers le cœur. Je m'explique en quelques mots. Pour que le cœur puisse battre, oui, il a besoin d'une énergie. Et l'énergie, contrairement à ce qu'il faut pour que vous souleviez votre bras qui doit venir du cerveau, l'énergie pour faire battre le cœur est générée par le cœur lui-même, à un point A. Et cette énergie, il faut qu'elle puisse être distribuée à toutes les cellules cardiaques pour que le cœur puisse fonctionner. Ces cellules cardiaques, on va les considérer comme un point B. Donc, pour que le cœur puisse se contracter, il faut que l'énergie soit générée d'un point A, soit véhiculée vers un point B. Ce qu'on appelle trouble de la conduction, c'est d'abord, l'énergie peut ne pas être générée par le point A. Si elle n'est pas générée par le point A, le cœur ne se contracte pas. Mais elle peut être générée par le point A et sur le chemin qui doit l'amener vers le point B, il y aura pour une raison ou pour une autre un élément de blocage. Si l'énergie est bloquée, on aura la même conséquence à la fin. Le cœur ne va pas, risque de ne pas se contracter. En résumé, c'est ce qu'on appelle trouble de la conduction intracardiaque. Alors, docteur, dites-nous quels sont les signes quand on est atteint de ces troubles cardiaques-là. Quand on est atteint de ces troubles, de la conduction cardiaque, il faut retenir une seule conséquence. La conséquence, c'est que le battement cardiaque devient anormalement lent. Alors, nous tous qui sommes ici, aussi bien vous que moi, quand nous prenons une minute, nous avons environ 60 à 80 battements de notre cœur. Si une minute, pour que la vie soit normale, il faut 60 à 80 battements. L'une des premières conséquences et les plus importantes des troubles de la conduction, c'est que ce nombre de battements sera anormalement faible. Les gens qui ont les troubles de conduction les plus graves ont leur cœur qui bat parfois 15 fois en une minute, parfois 20 fois, parfois 30 fois en une minute. Évidemment, si vous avez compris ce que c'est que le trouble de la conduction, il y a des gens dont le cœur peut s'arrêter. Et donc, c'est une affection qui peut causer la mort de façon brutale. Donc, la première conséquence, c'est donc le cœur qui bat anormalement lentement. En termes de symptômes, le symptôme le plus dangereux qu'on craint, c'est les pertes de connaissance. Le patient peut être en train de discuter avec sa famille, peut être en train de manger, et puis la seconde d'après, il se retrouve le visage dans son assiette. Il n'a pas su comment c'est arrivé, il n'a pas vu venir, mais il se retrouve le visage dans l'assiette.
Alors, dans le meilleur des cas, ce patient, il revient à lui. Si le cœur reprend des battements normaux, le patient revient à lui. Alors, si ce patient était un conducteur de taxi et qu'il avait 5 ou 6 passagers, lui, il peut peut-être revenir à lui, mais entre-temps, il y a eu un accident. Oui. Et donc, ce n'est peut-être pas lui. L'irréparable est fait déjà. Oui, ce n'est peut-être pas sa perte de connaissance qui a causé la mort des 6 personnes, mais c'est les circonstances dans lesquelles la perte de connaissance est arrivée. Si je laisse l'exemple du conducteur de taxi, ça peut être le père de famille qui amène ses enfants à l'école. S'il perd connaissance au volant de sa voiture, même s'il revient à lui après, en temps, il a déjà tué tout le monde. Oui. Ça peut être un conducteur d'avion, ça peut être un conducteur de train. Donc, il y a la dangerosité liée au fait que le patient perd connaissance, mais il y a aussi et surtout la dangerosité liée aux conditions dans lesquelles il a perdu connaissance. Donc, c'est le signe le plus dangereux, le plus préoccupant qu'on essaye d'éviter en allant traiter ces gens. On comprend donc que les troubles de la conduction cardiaque sont une urgence médicale. Exact. Votre terme est juste, bien choisi. Il s'agit d'une urgence médicale. Alors, la question que l'on se pose, c'est comment anticiper sur cela, comment prévenir cela, parce que c'est grave, ça ne met pas seulement en danger le patient, mais également son entourage, parce que vous avez expliqué, par exemple, un père de famille qui amène sa famille en voyage ou bien ses enfants à l'école, ça les met en danger. Comment peut-on prévenir les troubles du cardiaque? Alors, pour prévenir les troubles de la conduction, alors en médecine, on parle de 3 types de prévention. D'accord. Il y a la prévention primaire. La prévention primaire, c'est qu'est-ce que je fais pour que la maladie n'arrive pas. La prévention secondaire, c'est la maladie est là, comment je la traite. Et puis la prévention tertiaire, c'est bon, j'ai traité la maladie, mais il y a quand même quelques complications qu'il faut que je prenne en charge. Voilà les 3 niveaux de prévention qu'il faut prendre en compte. Pour ce qui est de la prévention primaire, il faut évidemment remonter aux causes des troubles de la conduction. Les troubles de la conduction, il y en a qui arrivent de façon chronique. Alors, on parle de troubles chroniques de la conduction, ils arrivent de façon progressive. Ils arrivent dans le temps. Il ne s'agit pas d'un trouble qui arrive d'une seconde à une autre. Et dans la majeure partie des cas, c'est ce que nous voyons chez les personnes du 3e âge. La plupart des patients qu'on prend en charge pour cela ont entre 60 et 80 ans, voire plus. C'est le vieillissement du tissu cardiaque. Donc, c'est la vieillesse. Alors, quand on parle de la vieillesse, vous comprenez que la vieillesse ne peut pas être prévenue. Alors, prévenir la vieillesse... La vieillesse s'impose à nous. Ça s'impose à nous. Nous naissons, nous vieillissons, nous mourrons. Prévenir la vieillesse, c'est trouver cette fameuse fontaine de jouvence que personne n'a jamais trouvée. Donc, chez les personnes âgées, généralement, c'est un vieillissement du tissu cardiaque. Il faut savoir que dans quelques rares cas, les troubles de la conduction, on les voit chez les enfants qui naissent. Il y en a qui sont congénitaux. L'enfant naît avec cette anomalie qu'il faut évidemment... Là, on peut prévenir parce que généralement, ce sont des affections de la mère qui rejaillissent sur l'enfant. Je donne un seul exemple. Il y a des infections chez la mère qui rejaillissent sur le tissu cardiaque de l'enfant. Les mères qui prennent beaucoup d'alcool, on parle de syndrome alcoolo-fœtal. Oui. Cela peut entraîner des troubles au niveau de la conduction cardiaque de l'enfant. Alors, si on laisse les troubles de la conduction qui sont chroniques, il y a un deuxième groupe de troubles de la conduction qui sont aigus. Ceux qui sont aigus, c'est ceux qui surviennent d'une minute à une autre, donc qui ont une cause qu'on peut identifier rapidement et
dans le meilleur des cas, quand on traite la cause, le trouble de la conduction régresse. Les principales causes, c'est une anomalie au niveau du tissu cardiaque. L'anomalie la plus fréquente, c'est l'infarctus du myocarde. Vous savez, l'infarctus du myocarde, c'est une affection dans laquelle les artères qui nourrissent le muscle cardiaque en oxygène, pour une raison ou pour une autre, ces artères-là se retrouvent obstruées de façon brutale. Donc, on va dire bouchées. Bouchées, exactement. En termes faciles. Donc, si elles sont bouchées, elles n'amènent pas de sang nourricier au muscle cardiaque et le muscle cardiaque meurt, en sachant que c'est ce muscle cardiaque-là qui participe à la conduction de l'influx électrique d'un point A à un point B, comme je l'ai dit tantôt. Donc, prévenir l'infarctus du myocarde, on rentre dans un sujet de santé publique. C'est ce qu'on appelle la prévention des fameux facteurs de risque cardiovasculaire. Les facteurs de risque cardiovasculaire, ça nous concerne tous, parce que je vais les citer. C'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est l'excès pondéral. Alors quand on parle d'excès pondéral, on parle d'obésité, de surcharge pondérale, d'obésité abdominale. C'est tout ce qui est consommation de tabac, puisque le tabagisme est un facteur de risque. Tout ce qui est consommation de drogue dure, c'est ceux qui restent sédentaires et ceux qui ne font pas d'exercice. Donc, tout ce que je viens de citer entraîne progressivement un encrassement des vaisseaux. La paroi interne des vaisseaux voit des dépôts lipidiques s'amonceler et petit à petit, ces vaisseaux deviennent bouchés. C'est le même principe qui fait que les gens font l'accident vasculaire cérébral. Parce que ce principe-là est présent dans tout ce qui est artère de l'organisme. Au niveau du cœur, ça va donner l'infarctus du myocarde. Au niveau du cerveau, ça va donner les accidents vasculaires cérébraux avec la fameuse hémiplégie. Au niveau des artères des membres inférieurs, ça va donner tout ce qui est artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Ça aussi, c'est très connu parce qu'on voit généralement des diabétiques qui sont amputés. C'est le même principe. Voilà. Donc, prévenir cet infarctus du myocarde, c'est dépister l'hypertension artérielle, bien la traiter, dépister le diabète. D'abord, éviter que ces deux-là n'arrivent. Et puis, si elles sont là, il faut bien les traiter. Réduire son poids en faisant de l'exercice physique, réduire la consommation de sucre, arrêter définitivement la consommation du tabac, et tout ça là nous ramène à ce qui est exercice physique. Donc l'infarctus du myocarde, c'est l'une des premières causes, si vous voulez, de troubles de la conduction aiguë. À côté de l'infarctus du myocarde, il y a des médicaments que les cardiologues prescrivent pour ralentir le rythme cardiaque. Parce qu'il faut comprendre que le trouble de la conduction est une arythmie. Et l'arythmie, c'est tout ce qui est rythme cardiaque anormalement lent ou rythme cardiaque anormalement rapide. Là, nous parlons des rythmes cardiaques anormalement lents. Oui. Mais il y a des gens qui ont un rythme cardiaque anormalement rapide, qui, au lieu d'être entre 60 et 80 battements par minute, peuvent voir leur cœur battre à 150-200 fois par minute. Et là, les cas de la fibrillation auriculaire. Exactement. On partait exactement de... le cas le plus fréquent en termes d'arythmie cardiaque. Oui, c'est l'arythmie la plus fréquente, qui est aussi conséquence de l'infarctus du myocarde, qui est aussi conséquence de l'hypertension artérielle, conséquence de tout ce qui est facteur de risque que je viens de citer. Vous êtes bien renseigné, puis c'est effectivement l'arythmie la plus fréquente. Donc, supposons qu'on met un traitement pour une arythmie rapide, on cherche à ralentir le rythme cardiaque pour que la fréquence cardiaque soit normale, mais si le praticien qui manipule le médicament n'est pas bien aguerri et ne sait pas bien comment surveiller ce type de traitement, le patient peut se retrouver dans le groupe de ceux qui ont un rythme cardiaque anormalement lent, puisque le ralentissement anormal du rythme cardiaque se retrouve à ce moment être un effet secondaire du médicament
qu'on a mis pour pouvoir ralentir le cœur. On l'a mis pour ramener le cœur dans la fréquence normale, mais il peut ramener le cœur à une fréquence très inférieure à la fréquence souhaitée. Donc, il y a des médicaments qu'on appelle les antiarythmiques, donc les bêta-bloquants, qui peuvent entraîner ce genre de choses. Comme également cause de troubles conductifs aigus, il y a les infections. Dans le cœur, on peut avoir une infection du tissu cardiaque. En français plus ou moins spécialisé, on parle des endocardites. C'est un germe qui est passé par l'appareil dentaire et qui est allé se fixer sur les valves au niveau du cœur. Donc tout ça, ça participe à la destruction du cœur. Et donc, comme on parle de tissu de conduction, si ça détruit le tissu de conduction, vous allez vous retrouver avec un trouble de la conduction. Vous voyez? Et puis enfin, alors les causes elles sont très nombreuses. Enfin, j'aimerais insister sur la chirurgie cardiaque. Vous savez, on pratique des gestes de chirurgie cardiaque pour sauver le patient. Mais en sauvant le patient, il peut arriver que on aille léser un peu les tissus de conduction. Alors, c'est une complication de la chirurgie cardiaque, mais il faut savoir que le traitement existe. Donc, c'est pas parce que les chirurgiens cardiaques peuvent entraîner des troubles de la conduction qu'il ne faut pas opérer le cœur. Donc, si on opère le cœur et qu'on entraîne ce trouble de la conduction, il y a un traitement derrière qui est bien entendu disponible. Donc, en gros, c'est ça. Ce qu'on peut prévenir, on prévient. Ça, c'est les conseils qu'on donne tous les jours. Ce qu'on ne peut pas prévenir, eh bien, quand le trouble de la conduction arrive, il faut pouvoir le dépister. Il faut savoir très tôt qu'il est là et commencer très tôt la prise en charge. Sinon, le patient peut développer des complications qui sont fâcheuses. Professeur, vous avez bien fait d'insister sur les causes parce que sans connaître les causes, on ne peut pas véritablement prévenir une maladie. Alors, il y a un thème qu'on entend en médecine, on entend bradycardie. Je comprends la compréhension que j'avais de ce thème, c'est qu'il s'agit d'une diminution du rythme cardiaque. Est-ce que cela fait partie des troubles de la conduction cardiaque? La bradycardie, c'est ce que je vous expliquais tantôt. La fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements du cœur en une minute. C'est ce que je vous expliquais. Oui. On est entre 60 et 80 en une minute. Si nous situons cette fréquence-là cardiaque à un chiffre inférieur à 60 battements par minute, on parlera de bradycardie. C'est ce qu'on appelle rythme cardiaque lent. Lorsque ce chiffre sera au-dessus des 80, voire des 100 battements par minute, on n'utilisera plus le terme de bradycardie, on pourra parler de tachycardie. Donc, rythme cardiaque rapide, c'est tachycardie, et rythme cardiaque lent, c'est bradycardie. Pour en revenir au trouble de la conduction, comme je le disais tantôt, la principale conséquence, c'est la bradycardie. Vous avez insisté, quand vous étiez en train d'expliquer les causes, vous avez insisté surtout sur l'activité sportive. Pourquoi chaque fois ça revient? Parce que c'est le centre de la cardiologie. Alors, je donne un simple exemple. Moi, quand j'étais enfant, mon père avait un poste téléviseur blanc-noir. Vous voyez? Et il y avait la possibilité de ne choisir que 4 chaînes télé. Mais pour augmenter le volume de ce poste téléviseur ou changer de chaîne, il fallait obligatoirement se lever du canapé pour aller changer. Si on doit augmenter le volume, il faut obligatoirement se lever du canapé pour aller changer. Est-ce qu'il y a encore ce genre de poste téléviseur aujourd'hui? Aujourd'hui, même avec 30 000 francs, je donne un chiffre comme ça, on aura un poste téléviseur avec télécommande. Oui, bien sûr.
Donc on reste dans son canapé aujourd'hui et puis on fait du zapping. On fait tout ce qu'on veut. Oui, on change les chaînes. Il y a même des ordinateurs avec télécommande. Donc Oui. il y a plein de choses aujourd'hui. Même les ventilateurs qu'on met dans nos chambres, que moi je mettais dans ma chambre d'étudiant, pour allumer le ventilateur, Là, je suis obligé d'aller une appuyer. télécommande, oui. Aujourd'hui, les ventilateurs qu'on vend là, on télécommande. C'est vrai. Et donc on reste dans le lit et puis on actionne tout ce qu'on veut actionner. Tout ça, c'est pour dire quoi? On est sédentaire aujourd'hui. On ne fait pas d'exercice. Aujourd'hui, c'est un signe d'aisance de rouler dans un véhicule. Mais on roule dans un véhicule, parfois même quand on doit faire une course de 200 mètres, on sort la voiture, parfois. Et on oublie qu'on peut y aller à pied. La plupart des affections qui touchent le cœur ont comme point central l'obésité. Alors l'obésité est la conséquence de la sédentarité. D'accord? Donc, si vous faites de l'exercice physique, vous avez beaucoup de retombées positives. Le risque de cancer de la prostate est diminué de 40% quand on fait du sport. Le risque de diabète est diminué quasiment de moitié quand on fait du sport. Quand on fait beaucoup de sport, on n'est pas obèse ou bien on diminue progressivement son poids et le risque de développer une hypertension artérielle est également diminué de moitié. Donc, en tant que cardiologue du Bénin, si vous voulez, notre rôle, c'est pas uniquement de soigner ceux qui sont malades, mais c'est également de faire en sorte que ceux qui sont en bonne santé ne deviennent pas malades. Oui. Puisque ça, c'est la prévention. Si on se contente de prescrire médicaments, de faire de la cardiologie interventionnelle, d'opérer, de faire tout ce qu'on fait, et qu'on n'essaye pas de faire en sorte que ces maladies-là n'arrivent pas, je pense que notre rôle, notre travail aurait été incomplet. Donc la sédentarité, il faut éviter. Et c'est justement pour éviter ces maladies évitables que vous êtes sur ce plateau, que vous avez accepté malgré vos occupations, malgré votre calendrier très chargé, vous avez jugé bon d'être là. Alors professeur Sonou, dites-nous comment se diagnostiquent les troubles de la conduite cardiaque. Les troubles de la conduction se manifestent, comme je le disais tantôt, par un rythme cardiaque lent. Vous savez, il est possible pour vous de compter votre rythme cardiaque. Comment? Il suffit de mettre 2 ou 3 doigts au niveau du poignet. Si vous mettez les 3 doigts au niveau du poignet comme je le fais, oui, vous allez sentir quelque chose soulever vos doigts. Et il s'agit de battements. Ces battements, si vous regardez sur une trotteuse, sur une montre, vous pouvez compter le nombre de battements que vous avez en 1 minute. Alors, il y a pas mal de patients qui sont venus me voir parce qu'ils ont essayé de prendre leur fréquence cardiaque et ils se sont rendus compte que le rythme cardiaque était anormalement lent. Quand nous avons eu l'épidémie à Covid-19, il y avait un appareil qui se vendait un peu comme de petits pains. On appelle ça l'oxymètre de pouls. L'oxymètre de pouls, c'est un petit appareil qu'on met au niveau du doigt et qui vous donne la saturation en oxygène. Parce que l'infection à Covid-19 donnait généralement une désaturation en oxygène. Les gens devaient être à 100% et ils se retrouvaient à 85%. Ce petit appareil peut également donner la fréquence cardiaque. Au-delà de ça, c'est principalement les symptômes. Un patient qui perd connaissance ou qui a régulièrement des vertiges ou qui se sent essoufflé, qui a même des douleurs dans la poitrine, il ne faut pas le garder à la maison, il faut obligatoirement qu'il aille voir un médecin. Alors, au bout de toute cette chaîne, nous les cardiologues, nous avons un examen qui permet de faire ce diagnostic. Il s'agit de l'électrocardiogramme. C'est un examen que les cardiologues manipulent. C'est un petit appareil. Il s'agit juste de mettre des électrodes sur la poitrine et de sortir une sorte de papier millimétré qui va traduire le fonctionnement électrique
du cœur. C'est cet appareil qui pose le diagnostic de trouble de la conduction. Alors, il y a plusieurs formes de cet appareil. Il y a celui qui surveille le cœur pendant 7 secondes qu'on voit dans nos hôpitaux. Il y a certains que le patient peut porter pendant 24 heures. Parce que le trouble de la conduction peut ne pas être permanent. Il peut être intermittent. D'accord? Et si au moment où le trouble de la conduction survient, le rythme du patient n'est pas sous surveillance, on peut ne pas le savoir. Donc, retenez que si le patient a des symptômes, tout patient qui perd connaissance, tout patient qui a un rythme cardiaque anormalement lent, il faut qu'il aille consulter. Le cardiologue va l'interroger, va l'examiner et puis il va lui réaliser un électrocardiogramme. Et c'est cet électrocardiogramme qui va donner la preuve définitive de l'existence ou non d'un trouble de la conduction. Et vous l'avez dit, professeur, vous avez dit que ce n'est pas une maladie réservée seulement aux personnes adultes, même les enfants peuvent en souffrir. Cela, vous avez précisé que le syndrome de l'alcoolofœtus, l'alcoolofœtal. Le syndrome alcoolofœtal, c'est les mères, c'est les femmes enceintes qui consomment de l'alcool. Les femmes enceintes qui consomment de l'alcool, oui. Que cela est l'une des causes des troubles de la conduction cardiaque. Donc, il ne faut pas seulement voir qu'on est âgé avant d'aller faire ce diagnostic. Même à vos enfants, on peut déjà toucher le doigt, comme vous l'avez dit, la main, cette partie de la main, et déjà voir à quel rythme le cœur bat. Effectivement, c'est très rare chez les enfants, mais ça existe. Chez les enfants, c'est souvent congénital. Oui, vous l'avez dit. 90% des cas, c'est chez les adultes. Chez les enfants, les pédiatres font un certain travail parce que eux, ils arrivent à surveiller la grossesse. Voilà. Et quand l'enfant sort, si le rythme cardiaque de l'enfant n'est pas normal, ils nous alertent et puis le diagnostic est fait rapidement. Professeur, dites-nous, donnez du moins ces quelques conseils pour prévenir l'arythmie, pas l'arythmie cardiaque, puisque l'arythmie cardiaque fait partie, les troubles de la condition cardiaque font partie de l'arythmie cardiaque. Font partie des troubles du rythme cardiaque en général. En général, d'accord. Alors, et là, nous sommes en train de parler plus précisément des troubles de la conduction cardiaque. Oui. Alors, faites quelques précisions, donnez quelques conseils pour pouvoir prévenir les troubles de la condition cardiaque. Alors, tout à l'heure, j'avais cité les causes, évidemment. Les conseils découlent de la prévention des causes. La prévention, j'avais dit primaire, secondaire, tertiaire. La prévention secondaire, c'est maintenant, si le trouble de la conduction est là, comment est-ce qu'on pourra le traiter ? Si c'est un médicament qui a trop ralenti le cœur, c'est simple, il faut arrêter le médicament. Et à ce moment-là, le rythme cardiaque rentrera à nouveau dans la fourchette normale. Si c'est une infection du cœur, il faut la traiter pour que le muscle cardiaque cesse de souffrir. Si c'est un infarctus du myocarde, si c'est une artère du cœur qui est bouchée, il faut vite la déboucher pour que le muscle puisse avoir de l'oxygène. Mais dans la plupart des cas, le trouble de la conduction, qu'on appelle plus précisément bloc atrioventriculaire, survient de façon chronique chez les personnes âgées dû au vieillissement. Donc là, on ne peut pas prévenir. Le traitement, à ce moment-là, fait appel à un matériel qu'on est obligé d'implanter dans l'organisme. Parce que la centrale électrique, comme je vous l'avais expliqué, du cœur est défaillante. Puisqu'il n'y a pas de médicaments dans les troubles chroniques pour pouvoir traiter radicalement le trouble de la conduction, il faut implanter au patient l'équivalent d'une centrale électrique. Nous appelons ça un stimulateur cardiaque, un pacemaker. Alors, le pacemaker, c'est un dispositif. C'est comme une pile, même si ça n'a pas exactement la forme de la pile que vous mettez dans votre lampe torche. C'est une pile qui peut rester dans la paume de ma main que nous implantons dans l'organisme du patient au cours d'une intervention chirurgicale banale, comme les interventions qui se font à l'hôpital. Et cette pile-là, elle est connectée
à des sondes, à de petits filets que nous descendons jusque dans le cœur. Cette pile est une pile intelligente parce que si la fréquence cardiaque du patient rentre dans la fourchette normale, cette pile-là détecte cela et se tait et n'entre pas en fonction. Mais dès lors que cette pile détecte que le rythme cardiaque du patient descend anormalement en dessous des valeurs normales, cette pile envoie de l'énergie électrique pour que le rythme cardiaque du patient puisse rester dans la fourchette normale. C'est une procédure, c'est un traitement qui est prodigué aux patients au Centre national hospitalier universitaire, au CNHU, depuis l'an 2006. Ça fait environ 17 ans. Donc ça fait 17 ans que nous implantons les piles aux patients du CNHU. Nous avons déjà un grand nombre de patients qui ont été implantés et qui sont suivis au quotidien. Ils ont une qualité de vie strictement normale. Ils sont comme vous et moi. S'ils ne vous disent pas qu'ils ont une pile qui fait fonctionner leur cœur, vous ne pourrez pas le savoir. Donc voilà le traitement définitif quand il s'agit d'un trouble du rythme cardiaque lent. Après, si je dois dire un mot de prévention tertiaire, quand on met une pile à un patient, il faut un suivi. D'accord? Parce que la pile, c'est comme une batterie. Et la batterie, avec le temps, elle se décharge. Donc, la durée de vie des piles va généralement de 8 à 12 ans. Donc, après une durée moyenne de 10 ans, il faut enlever la première pile qu'on a implantée et il faut mettre une nouvelle au cours d'une intervention chirurgicale. Alors, professeur, quel message avez-vous à adresser à nos auditeurs avant la conclusion de cette émission? Alors, j'aimerais juste leur dire que, quelle que soit la pathologie qu'on aborde dans le domaine cardiovasculaire, on revient toujours au conseil de vie saine. On revient toujours au fameux conseil de réduire le sel, réduire le sucre, éviter le sucre. Les femmes ont l'habitude de dire « Oh, moi je ne bois pas la bière, je ne bois que des sucreries. » Les sucreries, c'est au moins aussi dangereux puisqu'il y a du sucre. Il faut donc réduire le sel, réduire le sucre, réduire l'huile, les matières grasses. Il faut faire de l'exercice physique. La dernière chose, c'est dès lors qu'on a un symptôme, il ne faut pas rester à la maison en se disant « Oh, ça va aller ». Ça peut être quelque chose de dangereux. Alors, les troubles de la conduction, c'est facilement guérissable à travers tout ce que je viens d'expliquer. Ça peut être guéri facilement. Dès lors qu'il y a des symptômes du genre vertige, perte de connaissance, on peut prendre le pouls et vérifier. Si on ne sait pas le faire, il faut aller voir un médecin. Le médecin va se rendre compte de la fréquence cardiaque anormalement lente et va dire au patient, allez voir un cardiologue. À partir du moment où vous voyez un cardiologue, il pourra poser le diagnostic et à ce moment-là, votre vie sera sauvée. Professeur Alaude Sonou, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Chers amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Les troubles de la conduction cardiaque est l'essentiel en thème facile. C'était le thème de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur Radio Afrique Santé.